Intégrale Bourse, Grégoire Pavet. Séance un peu volatile en Europe aujourd'hui. Alors même si on est en hausse, on a basculé dans le rouge en fin de matinée avec toujours des considérations concernant l'affaire grecque qui se corse un peu. Le sentiment des investisseurs en Allemagne, l'indice ZEW là qui ressort un peu plus faible que prévu sur le mois d'avril. Bref, il semble bien qu'on soit encore en train de digérer la semaine passée qui a marqué un coup d'arrêt quand même à la hausse des actions européennes. On va en parler avec le directeur général délégué de Fédéris Gestion d'Actifs, Philippe Aurin, qui est avec nous. Philippe Aurin, bonjour. Bonjour. Effectivement, la semaine dernière, on continue de l'analyser. C'est vrai que c'était la première semaine de vraie correction en Europe depuis peut-être 3-4 mois maintenant. Quelle analyse vous en faites, vous, chez Fédéris Gestion d'Actifs? Est-ce que c'est un stop durable à la hausse des actions? Est-ce qu'une pause durable s'est installée? Ou est-ce que les actions européennes, là, en ont encore sous le pied, pour parler un peu trivialement, pour continuer leur progression? Alors il y a plein de bonnes raisons pour que ça continue et il y a quelques mauvaises raisons ou bonnes raisons pour que ça s'arrête. Alors les bonnes raisons pour que ça continue, c'est que les marchés reposent depuis 6 mois, 9 mois sur des tendances très très fortes, très très lourdes, macroéconomiques. On sait sur le pétrole, mais 60% du pétrole, ça veut dire on rend du pouvoir d'achat, on rend aux consommateurs la capacité de réallouer leur consommation vers des biens domestiques, et donc c'est bon pour la croissance. On l'a vu sur l'euro-dollar. L'euro-dollar a perdu entre 20 et 25%. Ouais. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les exportateurs vont avoir des marges de manœuvre, vont être plus compétitifs, exportateurs de la zone euro. Et donc ça, c'est bon aussi pour les marchés. Et puis le QE, bien sûr, avec une baisse des taux de financement très appuyée, avec une capacité à pouvoir investir plus facilement à l'étranger. Donc tout ça, ça donne des marges de manœuvre et ça soutient les marchés, et pour ces raisons-là, on pourrait penser que ça continue. Maintenant, ils ont fait plus 20. Alors qu'est-ce qu'on fait à plus 20 quand devant nous, on a un certain nombre de risques qui se font jour? Quels sont-ils? On a bien sûr la Grèce, et c'est un risque important. On a, il ne faut pas le négliger, même s'il est assez peu traité, le risque des élections au Royaume-Uni. On pourra en parler si vous voulez. Et puis, on a un autre risque qu'a notamment pointé du doigt Jamie Dimon récemment, qui est le risque... Patron de JP Morgan. Oui, le risque associé à la hausse des taux de la Fed dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, et qui pourrait déclencher ce qu'on appelle un flash crack, c'est-à-dire une réaction très violente des marchés. Donc, vous voulez que je développe un petit peu bien sûr, oui. Enfin, qu'est-ce que dans la balance, oui. Là, vous nous avez décrit effectivement les points positifs, les points négatifs. Qu'est-ce qui l'emporte là chez vous après justement cette hausse de 20-30% en ligne droite? On a vu la fragilité. On a vu la fragilité la semaine dernière, c'est-à-dire que dès qu'on a le sentiment qu'un des 3 risques que j'ai mentionnés, il peut y en avoir d'autres. Je n'ai pas parlé de l'Ukraine qui est complètement exogène, mais dès qu'un des 3 risques se renforce, les marchés corrigent. Pourquoi? Parce qu'on a aussi une situation où les marchés deviennent chers. On est aujourd'hui sur des PE, des ratios prix-bénéfice de l'ordre de 16 en zone euro, c'est-à-dire plus élevés qu'en 2007, des ratios prix-bénéfice de l'ordre de 18 aux États-Unis, donc plus élevés qu'en 2007. Donc on est sur des marchés qui commencent à être chers. Alors quand on regarde en revanche d'autres indicateurs de prix comme la prime de risque et le rapport, la cherté des actions par rapport au taux, là on a encore de quoi faire. Oui. Les taux n'arrêtent pas de baisser. Et pour cause. Voilà. Donc on a encore de quoi faire, et sur cet indicateur-là, on n'est pas trop cher. Néanmoins, on sent bien qu'on arrive à un peu un palier. Et donc les investisseurs vont être plus vigilants et vont se retirer plus vite de leurs expositions actions dès que les fameux risques qu'on a cités se matérialiseront. Ça veut dire quand même période de secousse, parce que là on a été un peu endormi pendant cette hausse un peu, alors pas miraculeuse puisqu'elle repose quand même sur des éléments rationnels que vous nous avez décrits, mais voilà, depuis mi-décembre, on a monté de 30% en ligne droite sur les marchés d'actions européens. On était un peu endormi, insensible à tous ces risques que vous nous avez rappelés. Ça veut dire que là, la période s'annonce plus volatile, des semaines, des séances de correction comme on a eu un peu violentes avec après tous les phénomènes techniques de marché qui font que ça peut s'emballer, ça peut arriver là à court terme. Oui, pour nous, s'il y a un pari à faire, c'est qu'on n'est pas sûr que ça va continuer ou pas continuer, mais on est sûr que ça va être plus volatile. Pourquoi? Encore une fois, parce que ces risques vont se matérialiser et on est sur des marchés chers, et 20%, alors c'est pas 30, c'est 20% ou 25% suivant certains marchés comme le CAC, mais même 20% sur les marchés euros, c'est tout à fait atypique en 4 mois. On est sur des records. Donc c'était une hausse très violente qui a été motivée, on l'a dit, par tout un tas de choses, et aussi par le fait que la croissance européenne se reprend suite aux tendances macroéconomiques qu'on a évoquées. Mais néanmoins, là, on a besoin d'un palier, on a besoin de respiration, et ça va se sentir à travers la volatilité qui va se manifester
à l'issue de la réalisation de certains risques. Bon, et dans ces cas-là, quand on commence à sentir que le marché est un peu topiche, effectivement, on regarde du côté des risques, on en trouve facilement. Donc il y a la Grèce, évidemment, l'affaire qui commence à se corser un petit peu. On voit Athènes là, qui réquisitionne les fonds des organismes publics, la BCE qui peut-être va durcir le ton sur la liquidité qui est accordée aux banques grecques. Et puis vous l'avez dit, enfin, les élections générales au Royaume-Uni le 7 mai prochain. Alors évidemment, c'est un gros sujet au Royaume-Uni, en Angleterre. On en parle encore assez peu et je vois assez peu de gérants là qui viennent m'en parler comme étant un risque à court terme. Là. Exactement. Alors si on prend dans l'ordre, la Grèce peut-être pour commencer. Donc effectivement, la Grèce, il y a un souci, c'est qu'ils doivent rembourser à peu près un peu plus de 700 millions au FMI le 12 mai et qu'ils n'ont aujourd'hui pas cet argent. Donc ils le cherchent à travers, vous l'avez dit, la mobilisation de fonds publics, collectivités territoriales, etc. À travers aussi peut-être, ils demandent la réalisation de certaines plus-values sur des titres détenus par la BCE, à travers éventuellement des privatisations très rapides qui seraient financées très en amont par leurs amis, nos amis russes, partenaires russes, au cas échéant. Donc il y a des pistes, et puis il y a aussi l'intérêt bien compris de tous les acteurs. Notre intérêt en tant que communauté européenne, ce n'est pas de faire faillite à la Grèce, clairement. On a intérêt à trouver un accord. Pourquoi ? Parce que d'abord en termes de signal, ça serait catastrophique, ça affaiblirait probablement encore l'euro, et puis ça affaiblirait le projet politique de la communauté. Donc ce n'est pas notre intérêt. Il faut qu'on trouve un accord, et il y a tout un tas de gradations dans le défaut. Si, par exemple, le FMI n'est pas remboursé le 12 mai, on va rentrer dans une situation de retard de paiement et pas de défaut. Et il y aura un mois avant de déclarer le défaut. Il y a une période de grâce. Voilà. Et puis ainsi de suite. De même, s'il y a une donc c'est pas si binaire que ça, en fait. On le présente, et je le présente souvent comme étant un risque binaire, mais non, il y a une gradation. C'est-à-dire qu'on va pas avoir le 12 mai, oui ou non, c'est fini. On va avoir le 12 mai, une situation encore intermédiaire, et soit une capacité de financement qui sera donnée à la Grèce, soit une capacité du temps qui sera donné à la Grèce. Et donc avant de voir la Grèce sortir de l'euro, il y a d'autres étapes là. Je pense que si on veut se donner vraiment une barrière, c'est juin, parce que juin il y a des très grosses échéances, plusieurs milliards, où là, s'ils n'ont pas trouvé une solution, on pourra difficilement faire semblant que tout se passe comme prévu. Mais d'ici là, je pense qu'on va trouver des moyens de donner du temps à la Grèce pour discuter, pour trouver une solution. C'est l'intérêt des deux parties. Le Royaume-Uni, rapidement, parce qu'il nous reste assez peu de temps, Philippe Orin, c'est quoi les 2-3 scénarios là sur lesquels vous essayez de... Alors le 7 mai, il y a 2 ou 3 mauvais scénarios qui pourraient sortir des élections. Premier scénario désagréable, ce qu'on appelle le hung parliament, c'est-à-dire un parlement qui ne dégagerait pas de majorité claire. Donc là, ça serait compliqué. Deuxième scénario compliqué, un scénario où les travaillistes Labour auraient la majorité avec le parti écossais, mais le parti écossais serait en situation d'arbitre et donc forcerait vendrait, si vous voulez, ou négocierait sa participation contre des dévolutions plus importantes et donc éventuellement mettre en péril un peu l'union du Royaume-Uni. Et puis troisième scénario, les conservateurs gagnent, et donc là on rentre dans le problème du Brexit, c'est-à-dire la réalisation d'un référendum en 2016 ou 2017, on verra, sur le sujet. Et aujourd'hui, les sondages sont à peu près 50-50, donc un risque majeur pour l'Union européenne. Bon, l'idée, votre métier, c'est quand même d'être investi sur certaines classes d'actifs, notamment les actions. Philippe Orin, malgré les turbulences, là, peut-être à court terme, quelle est la stratégie à adopter? Quels sont les secteurs là que vous privilégiez justement, peut-être pour adapter votre stratégie aux différents scénarios que vous nous avez décrits là? Alors, en cohérence avec ce qu'on a dit avant, on a dit que la consommation, ça allait mieux et il y avait des marges de manœuvre pour le consommateur. Donc, évidemment, on investit dans les secteurs de consommation discrétionnaire, consommation non cyclique. Dans tout ce qui est non cyclique, il y a évidemment tout ce qui est alimentaire, des gens comme Danone, etc. Il y a aussi la distribution généraliste, des Carrefour, des Dia, ce genre de titres. Dans tout ce qui est consommation discrétionnaire, vous allez avoir soit de la distribution spécialisée, Inditex, ce genre d'acteurs. Vous allez avoir tout ce qui est loisirs, tout ce qui est transport, etc. Et puis il y a deuxième pan, on a dit l'euro favorisait les exportateurs. Donc nous on joue beaucoup ce qui est à cheval entre l'exportation et la conso, c'est-à-dire le luxe. Donc ça, pour nous, c'est un secteur intéressant. Du LVMH, du Kering, du Richemont, ce genre de titres sont intéressants.
Et puis, en revanche, on reste prudent par rapport à certains secteurs qui soit ont beaucoup performé l'année dernière, soit sont soumis à du risque réglementaire ou d'évolution politique. On pense aux utilities, on pense aux telcos, où là, on est un petit peu méfiant. Voilà. Bon, de la belle valeur de croissance, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre, hein, avec de la visibilité. Merci beaucoup, Philippe Oran, d'avoir été avec nous, directeur général délégué de Fédéris Gestion d'actifs dans Intégral Bourse. Pour tout savoir sur la bourse,